On va simplement vous parler assez rapidement d'un projet qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Reflet.info, que certains d'entre vous connaissent déjà ici. Fabrice, vous le connaissez tous, il officiait il n'y a pas longtemps sur Read Write Web. Il a contribué pas mal à la circulation de l'information pendant la révolution tunisienne et même bien avant, c'est-à-dire que ça a commencé pour toi, je crois, au mois de juin. Même avant, en fait, ça a commencé début 2010, quand on a publié un article d'une amie qui travaille à l'EFF et qui faisait état d'une présence massive d'islamistes sur le Facebook tunisien. Et je répète toujours la même histoire, hein, et qui se réunissaient pour dénoncer en masse des profils sur Facebook et dégager ceux qui leur semblaient pas conformes à l'islam. Et en fait, on s'est heurté à ces fameux islamistes et après pas mal d'enquêtes, on s'est aperçu que c'était en fait des flics qui étaient là pour dégager non pas des gens qui avaient des pratiques contraires à l'islam, mais des opposants politiques au régime de Ben Ali. Donc à partir de là, on a créé un réseau, enfin on a rejoint un réseau existant dont le personnage le plus connu c'est Slim Amamou. Et on a fait de notre mieux pour les aider, dans la mesure où on est tombé sur des gens qui avaient exactement les mêmes idées que nous, c'est-à-dire qui défendaient la net neutralité, qui luttaient contre la censure, qui luttaient contre la répression sur le net, et qui étaient quand même dans des situations bien plus délicates que les nôtres. Donc comme nous, on était confortablement installés à Paris avec quand même une marge de manœuvre infiniment plus grande, bah, on les a assez naturellement aidés. Et puis évidemment, quand la révolution est venue, on a continué à les aider. Bon, ça c'est simplement pour cadrer un petit peu le type de médias qu'on affectionne, Fabrice et moi. C'est-à-dire qu'on a pour habitude de travailler pas mal en amont avec des réseaux relativement importants de gens qui sont très souvent au cœur de l'information, qui vivent des choses. Ça peut être des gens qui sont tout simplement des citoyens comme les autres, ça peut être des gens qui ont des compétences techniques, donc qui sont plutôt du côté hacker, et qui de leur côté commencent à s'activer pour faire circuler de l'information et nous alertent sur la censure. De là, un petit peu plus tard, bon, c'est arrivé pour nous avec Reflet.info il y a à peu près 7 mois. On s'est rencontré avec Qui tais-toi, on s'est déjà rencontré l'année dernière à l'occasion de passage en scène puisqu'il était venu faire un talk. Qui tais-toi, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quitais-toi.com. C'est un site qui est quasiment vieux comme le web français. Je crois qu'il est en ligne depuis 96 ou quelque chose comme ça. Donc moi j'étais déjà fan il y a très très longtemps de ce qu'il écrivait. Et on a décidé de monter Reflet.info. Donc moi j'avais fermé mon blog suite à la LOPSI parce que je trouvais ça complètement aberrant et j'avais plus envie d'hoster quoi que ce soit en France. J'ai quelques points de chute sur des blogs où je suis complètement anonyme dessus, qui sont plus hébergés en France. J'ai également, toutes mes activités professionnelles qui sont restées ici. Par contre, je ne trouve pas encore d'intérêt de déménager mes activités professionnelles. En revanche, Reflet.info, on a souhaité du coup créer une société de presse pour le coup. Donc la société s'appelle Rebuild et donc on édite le site Reflet.info. Sur Reflet.info, on a une particularité, c'est on fonctionne énormément sur IRC avec tout un réseau de gens, comme je le disais. Et la nouveauté un petit peu, c'est que Fabrice nous a rejoint quasiment dès le début, même carrément dès le début. Je suis le seul à ne pas être hacker dans la bande. Si ce n'est que j'ai quand même hérité de l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui, depuis 5 ou 6 ans, depuis en fait l'arrivée de ce qu'on a appelé le Web 2, réfléchissent à l'évolution des médias. Et en fait, je suis arrivé assez rapidement à la conclusion que la façon dont on abordait le problème n'était pas la bonne et qu'il fallait mieux aborder ça comme un écosystème d'information dans lequel les médias, effectivement, ont eu pendant très longtemps un rôle, l'ont plus vraiment, se cherchent un nouveau rôle, mais que si on veut aborder le problème sans être média, ce qui était mon cas, je n'étais que blogueur, la façon la plus rationnelle d'aborder les choses était celle d'un écosystème. Et de se dire que on vit dans un univers où l'information circule à travers à la fois des citoyens ordinaires, des citoyens mieux informés, des gens qui utilisent des réseaux pour récolter de l'information, ce qui aujourd'hui, tout le monde le fait, hein, ne serait-ce qu'à travers Facebook ou Twitter, et que cette information, à un moment ou à un autre, est interceptée par les médias et transformée en information officielle, mais que fondamentalement, ça n'est qu'une toute petite partie du problème, le média. Le problème plus global, c'est le système informationnel dans lequel on baigne, dans lequel évidemment Internet a foutu une merde absolument incroyable.
a complètement redéfini les règles du jeu. Et ça ouvre la possibilité de faire du hacking, mais non pas avec des systèmes d'information tels que la plupart d'entre vous les connaissent, qui sont de l'informatique pure, mais avec un système d'information tel qu'une information peut circuler entre un média, un journaliste, un citoyen, un expert, etc. etc. Et que ça se hack tout aussi bien. D'ailleurs, les dessous de la révolution tunisienne, c'est essentiellement du hacking d'information. Là, il commence à être officiel, je crois que c'est sorti dans l'IB, le fait que Mohamed Bouazizi a jamais été giflé par un flic, que toute cette histoire d'humiliation qui aurait mené au suicide d'un surdiplômé désespéré est totalement inventée. Et effectivement, elle a été inventée de toutes pièces pour déclencher quelque chose qui ensuite a été propagé à travers essentiellement Facebook en Tunisie, à l'aide d'un réseau pas si important que ça au final, qui a su se saisir de l'événement et le disperser dans tout le pays, et ensuite qui a su, mais en fait ça s'était préparé très longtemps à l'avance, attirer une solidarité internationale qui a aidé le mouvement révolutionnaire, malgré quand même un blackout total des médias officiels. Donc voilà pour le cadre, on va dire, tunisien et enfin nos relations un petit peu avec l'environnement hacker et tout ça. Moi j'ajouterais simplement un petit truc par rapport à ça, c'est que contrairement à ce que s'imposent les médias en termes de neutralité, de je ne donne pas mon avis, nous on trouve que c'est profondément hypocrite en fait. Donc on se permet sur Reflet de donner notre avis, on le fait normalement de manière assez peu élégante, il faut dire ce qui est. On le revendique. On n'est pas un média qui se dit neutre, ou alors comme disait Nathalie Kosciusko-Morizet en parlant d'Internet, on est un média quasi neutre. Voilà. Quasi neutre, on a quelques partis pris. Voilà, exactement. On les revendique et on les assume parfaitement. Donc, écoute, je ne sais pas si tu veux ajouter quelques petits points par rapport à ça. Non, moi je découvre la collaboration possible entre des groupes de hackers et des gens qui cherchent une information, une vérité, quelque chose comme ça. Effectivement, l'IRC est un outil absolument redoutable. Ça permet d'aller non seulement très très vite, mais surtout d'avoir un angle, une façon de voir les choses radicalement différente. Typiquement l'enquête dont on va vous parler, qui concernait la fameuse agence H qui a fait la pub Adopi, c'est quelque chose qui est absolument pas à la portée d'un journaliste. C'est impossible. Il faut travailler avec du hacker, du gros qui tâche avec de la barbe pour arriver à ce genre de résultat. Sinon, c'est strictement impossible. Strictement impossible. Et quand on voit ce qu'on arrive à découvrir et à mettre à jour en alliant des gens qui ont des compétences en termes d'information, des gens qui ont des compétences en termes de hacking, effectivement, on touche du doigt les limites du journalisme, parce qu'il faut être quand même assez réaliste. Le monde de l'information au sens large, hein, pas des médias, commence à s'emparer de ces outils-là. Alors ils ont, Dieu merci, 2 trains de retard par rapport au milieu du hacking, mais ils s'en emparent et ça va être de pire en pire. Et là encore, l'expérience tunisienne est assez utile parce qu'ils ont là pour le coup plusieurs trains d'avance sur la France en termes de mélange entre le hacking informationnel et le journalisme pur et dur. Et on voit là-bas des choses absolument complètement hallucinantes. On peut là-bas, on a failli voir un coup d'État réalisé avec une opération de hacking informationnel qui incluait du DDoS sur des sites d'information, de la propagation de rumeurs sur tout un dispositif Facebook prévu à l'avance fait pour disséminer de la rumeur, du vol d'informations et du leaks. Et on verra ça en France, c'est évident. Ça viendra tôt ou tard, et a priori plus tôt que tard. La Tunisie étant là encore un super territoire d'exploration et d'expérimentation, et qui donne une idée de ce que vont devenir une partie des médias en France, ou en tout cas de l'écosystème informationnel en France. Et c'est pas très joli à voir. Et il y a un truc qu'on peut affirmer de façon claire et nette, c'est que les journalistes ne peuvent pas naviguer dans ce milieu-là. C'est pas possible. Il y a trop de dimensions techniques. Quand on voit qu'il y a encore 2 ans, on va taper sur Eric Métou, même s'il est charmant par ailleurs. Eric, donc, qui est le rédac-chef de l'Express, nous expliquait, pour justifier le fait de ne pas parler d'Adopi, que c'était trop geek et que c'était trop compliqué. Vu ce qui va venir, c'est même pas que c'est trop geek. Un geek n'y comprend rien non plus. Il faut vraiment s'allier des compétences de hacker
pour comprendre ce qui se passe en ce moment en Tunisie et comprendre ce qui va se passer demain, ou en fait ce qui s'est déjà passé avant-hier en France. Voilà, peut-être une petite précision quand on cause de méthodes d'investigation chez nous. On ne s'amuse pas à piller des données et à leaker des données. Je pense que ceux qui suivent auront remarqué que tout ce qu'on trouve sur Internet est tout à fait accessible au commun des mortels et tout à fait légal. On ne pirate pas des serveurs pour aller chercher des informations. Ça, c'est un mythe, je tiens vraiment à le souligner. On a de quoi prouver et reprouver que toutes les informations qu'on trouve et qu'on diffuse sont accessibles. C'est vrai, il faut aller les chercher. On a eu l'exemple, par exemple, de l'entreprise Cosmos qui fait du Deep Packet Inspection, qui est une entreprise française qui est assez florissante. On a accueilli avec Fabrice sur le plateau de TikTok Télé le président de Cosmos, qui nous a assuré par tous les grands dieux qu'il ne vendait pas aux États. Comme on a un petit peu de suite dans les idées, moi j'étais tout à fait disposé à le croire, hein, pas de souci, mais bon, on cause quand même de technologies de surveillance à très très grande échelle, on cause de contrats qui sont passés soit avec l'armée, soit avec des États. Bon, on a quand même décidé d'aller vérifier un moment et on a trouvé des traces assez rigolotes sur les mails d'HB Gary, donc qui est la boîte qui s'est fait diffuser un petit peu tous ces mails sur Internet par les Anonymous. On a trouvé dedans des documents confidentiels, des documents internes de Cosmos, qui étaient des use cases d'utilisation de leur technologie à des États. Donc on en a déduit gentiment qu'on nous avait un petit peu baladé. Mais bon, c'est pas quelque chose dont on tiendra à rigueur en fait à l'entreprise spécifiquement. D'autant plus qu'on a vu des employés de Cosmos hier qui nous ont confirmé que ça faisait réfléchir en interne. C'est-à-dire que c'est pas vain, ça a vraiment servi à quelque chose. Ils vont pas pour autant s'arrêter de vendre des armes numériques, mais ils sont certainement beaucoup plus conscients de ce qu'ils font et donc ils ont beaucoup plus de mal à se regarder dans un miroir que T'exagères un petit peu. T'exagères un petit peu. Non, disons que c'est bien que ça ouvre un débat et qu'au moins certains politiques puissent à un moment comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'on vend comme type de technologie et qu'on arrive à mettre en opposition ce qu'on exporte, à savoir des droits de l'homme et du Deep Packet Inspection. On exporte des droits de l'homme ? Oui, mais j'ai pas dit qu'on pratiquait, j'ai dit qu'on exportait. Ah bon. Non, je vais juste insister sur un point. On a eu tous les deux, et on n'est pas les seuls, une démarche dès le départ d'AFSI puis Adopi, qui était de rester dans la stricte légalité et au-delà de ça, de s'allier à des gens qui, eux, ont une vraie vision juridique des choses. Une large partie de la résistance contre Adopi est faite de juristes. Guillaume Champeau, Numérama, c'est un juriste avant d'être un journaliste. Marc Reyes de PC Impact, c'est un juriste avant d'être journaliste. La Quadrature du Net, il y a une expertise juridique absolument dingue au sein de la Quadrature. Et on s'inscrit dans cette lignée qui est de vraiment rester dans le cadre de la loi. On ne fait jamais quoi que ce soit d'illégal et on s'interdit de faire quoi que ce soit d'illégal. C'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où vous franchissez cette ligne jaune, et Dieu sait qu'elle est facile à franchir, alors pas pour moi qui n'ai pas les compétences pour piller des données d'un serveur, mais pour les hackers, elle est très facile à franchir vu la faible sécurisation de la plupart des sites. C'est vraiment important de distinguer les gens qui se permettent de franchir cette ligne jaune et les gens qui se l'interdisent, tout simplement parce que, vous allez voir avec l'histoire de l'agence H, le jour où le camp d'en face franchit la ligne jaune, vous êtes pleinement légitime pour hurler et dénoncer les agissements. Alors que si vous-même vous franchissez la ligne jaune, finalement, tout le monde est dans une zone grise et vous avez du mal à légitimement dénoncer les agissements malhonnêtes du camp d'en face. On va prendre simplement pour expliquer ce que disait Fabrice, deux cas qui sont très très concrets, qui sont deux cas qu'on a vécu sur Reflet. Non, pas le premier. Le premier, c'était sur le logiciel Orange, donc c'était avant Reflet. Donc le logiciel de contrôle de téléchargement d'Orange, je ne sais pas si ça vous parle à tous. Orange a décidé de lancer bien avant les spécifications fonctionnelles du logiciel de l'Adopi, a décidé de lancer sa propre solution. Alors c'était un logiciel qui était vendu, je crois que c'était 5 € par mois. Donc voilà, vous payez 5 € par mois pour avoir moins d'internet. Le concept, c'était que ça bloquait tout lancement de logiciels de peer-to-peer. Donc ça faisait pas grand-chose en fait. Manque de bol, bon, le logiciel avait été un petit peu codé avec les pieds. Un week-end, on s'est dit avec mon acolyte fou que vous connaissez tous maintenant,
que ça serait bien qu'on l'essaye quand même, qu'on l'enferme dans une machine virtuelle et puis qu'on regarde qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il raconte. Notre grosse hantise en bon parano était que ce logiciel cause avec des serveurs, de l'Adopi, de je sais pas quoi, des ayants droit. On voulait savoir où partaient les infos. Donc qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On l'a installé dans une VM, on a lancé le Wireshark, on a éteint tous les équipements réseau, on a regardé avec quoi le logiciel causait. Très très vite, on s'est aperçu qu'il y avait une adresse IP, on s'est connecté dessus et on est arrivé sur un servlet Java. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une espèce de petite interface web. Voilà, et vous aviez dessus en fait plein d'adresses IP. C'était des gens qui avaient déjà souscrit à l'offre. Il n'y en avait pas tant que ça, effectivement. Mais on voyait en fait leur adresse IP et la page où ils étaient à l'instant même où on était en train de visiter cette page. Donc c'était quand même assez grave, puisque là on parle de données personnelles de clients d'Orange qui sont librement accessibles. Hein. Il suffisait de cliquer sur l'adresse IP pour arriver sur le servlet. Et bon, très vite on a publié quelque chose. À peu près 4 minutes 12 après, il y a quelqu'un qui a tweeté le mot de passe c'est admin. Donc je vous laisse imaginer le désastre. Le désastre, c'est que quand vous avez le contrôle de ce type d'application qui servait à faire les mises à jour du logiciel, vous pouvez inoculer à peu près tout ce que vous voulez chez les gens qui ont installé ce logiciel. Donc le logiciel en plus avait le mauvais goût de tourner avec des droits système, enfin c'était une infamie. Le mot de passe servait à rien, enfin bon, c'était quelque chose de catastrophique, tant et si bien qu'il y a eu un advisory assez violent qui est tombé genre 2 jours après. Et donc je vous parlais de la frontière entre le légal et le pas légal. À partir du moment où quelqu'un a diffusé admin, moi déjà d'une part j'étais obligé de supprimer pour la première fois des commentaires sur mon blog, c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Admin, quand vous rentrez admin, même si c'est complètement débile, ne le faites pas, c'est une intrusion. Vous avez contourné un dispositif de sécurité, il y a un identifiant, il y a un mot de passe, ça veut dire que c'est un dispositif de sécurité aussi débile et aussi faible soit-il, mais quand vous tentez ce mot de passe, vous êtes dans le cadre d'une intrusion, il faut le savoir. Oui, alors ça, c'est une mention spéciale pour les scripts qui disent, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc, il ne faut pas déconner, même si c'est super tentant, hein, y compris pour des gens qui ne sont pas du tout des hackers. Je pense à des gens comme moi, c'est extrêmement tentant. Vous avez le mot de passe, machin. Ça... Alors, ce qui est rigolo, c'est que des députés se sont connectés quand même. Hein. Oui. C'est comme si c'était oui, largement les tweeté. députés n'obéissent pas à la loi. Il y a quand même des IP de députés qui ont traîné sur l'interface d'administration du logiciel de contrôle de téléchargement d'Adopi. Oui, mais ils ne sont pas censés obéir à la loi. Ça, c'est pour le peuple, la loi. C'est exagère. Non, simplement, c'est vrai que ça fait rire tout le monde. Et quand Orange s'est dit est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on n'attaque pas, bon, déjà, il y avait peut-être la moitié de nos followers Twitter à tous les deux qui avaient dû se balader sur l'admin. Donc du coup, sur la page qui recensait les adresses IP avec l'endroit où les gens se trouvaient, c'était génial parce qu'on voyait plein de gens se balader dans l'admin. Donc au bout d'un moment, on leur a dit arrêtez, c'est pas super bien ce que vous faites. Donc, on a quand même lancé quelques appels pour faire en sorte que les gens sortent de l'admin. Mais voilà, bon, et puis Orange a finalement décidé de ne pas donner suite. Je pense que s'ils avaient donné suite, ça leur aurait fait encore une pub vraiment pas très 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 correcte. Il faut savoir que l'information a vite fait le tour du monde, hein. Ça a été vite dans Torrent Fric, dans la presse internationale. C'est quand même assez énorme comme faille de sécurité béante. C'est-à-dire qu'on est soit face à de l'incompétence crasse, soit face à un spyware, soit face à... je ne sais pas, un botnet étatique, on ne sait pas très bien. Mais dans tous les cas, il y a un problème. Je crois franchement que c'était de l'incompétence pour le coup. Oui, il y a des chances. A priori, vu que c'est fait par Orange, on peut dire qu'a priori, l'explication la plus vraisemblable, c'est l'incompétence. C'est un stagiaire de test, tout à fait. Il faut faire gaffe à cette idée de stagiaire, en fait. Parce que concrètement, dans une boîte, si vous voulez faire joujou avec du hacking informationnel, c'est ça, hein, les compétences que vous allez avoir sur la patte, c'est des gens de votre âge. Donc, concrètement, vont être, vu l'état du marché à l'heure actuelle, dans une situation de stage. Stagiaire, sur ce genre de compétences, ça ne veut pas dire petit jeune débutant. Ça veut dire petit jeune, c'est tout. Mais en général, ils sont infiniment plus compétents pour faire ce genre de truc qu'un mec de 40 ans qui aura eu 15 ans d'expérience derrière lui. Qui lui, même s'il a été hacker à une période de sa vie, est chef de projet depuis tellement de temps qu'il est complètement largué. Donc stagiaire,
Oui, probablement, ça a été fait par des stagiaires, mais ça a probablement aussi été fait par des gens qui sont dans leur groupe, pas dans tout le groupe Orange, hein, mais dans l'entité qui a développé ces trucs ou qui a fait l'attaque de l'agençage, qui sont certainement les plus compétents du groupe. Il faut savoir que, juste un petit peu pour rebondir sur ce que tu dis, les jeunes, je divulgaire, nous trouve le cul complètement. Là, on a eu une affaire sur un logiciel de l'éducation nationale. Le trou a été trouvé par un gosse de 13 ans qui cherchait à récupérer ses devoirs, qui s'est trompé d'identifiant et qui s'est retrouvé avec les devoirs du voisin. Donc, méfiez-vous des jeunes. Voilà, méfiez-vous parce qu'il y en a des vraiment ultra compétents. On a des exemples même sur GCU dont Émile va venir vous parler, de petits jeunes qui arrivent comme ça, qui vous posent des problèmes de cross-compilation de la mort, et puis je peux pas, ma maman m'appelle, il faut que j'aille manger. Et là tu lui demandes quel âge il a. Là tu prends ta claque. Ouais, d'une façon générale, méfiez-vous des jeunes. C'est le vieil adage, hein, qui a été vrai pendant très très longtemps, hein. Il faut aussi comprendre que ça fait des millénaires que par définition, un jeune de 18 ans est moins compétent qu'un vieux de 40 ans. C'est totalement faux aujourd'hui, complètement faux. C'est totalement stupide. Et manque de peau, les vieux de 40 ans, dans une écrasante majorité, considèrent que c'est encore vrai. Parce que c'est super rassurant, hein, je dis ça, j'ai 40 ans. C'est extrêmement rassurant de se dire que j'ai entre 10 et 20 ans d'expérience de plus que la plupart d'entre vous. Mais so what? Ça, dès qu'il s'agit de compétences comme les réseaux, l'Internet, machin, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et la société est structurée sur cette logique de vieux qui sont plus compétents que les jeunes et qui ensuite les jeunes deviennent vieux, et tout ça est en train d'être redéfini. Et ça fout un bordel monstrueux, notamment au sein des entreprises, qui sont intrinsèquement pensées pour ça. Où normalement, les vieux sont censés éduquer les jeunes, c'est pour ça qu'on a des stagiaires, et on se retrouve dans des situations où fondamentalement les stagiaires sont 1000 fois plus compétents que les vieux, et certainement ça donne des dérives, peut-être que c'est aussi des explications de l'agence d'âge, d'un jeune qui a les capacités à faire un truc qu'un vieux ne comprend absolument pas, et le vieux va endosser des responsabilités face à un jeune qui, lui, par contre, alors là où la jeunesse a encore des défauts, c'est qu'il n'aura pas nécessairement le recul pour se dire non, c'est quand même illégal, ou ça se trouve, il ne se sera même pas vraiment posé la question de la légalité ou pas, où il sera dans une logique éthique, hein, qui sera de toute façon hors de toute légalité. Donc ça peut donner des catastrophes gigantesques. Et c'est l'un des gros problèmes de l'entreprise à l'heure actuelle, qu'en général on placarde sous le terme intégrer la génération Y. C'est un des grands trucs de Nathalie Kosciusko-Morizet. La réalité, c'est que c'est plutôt intégrer la génération X et les baby boomers qu'intégrer la génération Y. La génération Y, elle bosse avec des systèmes comme les IRC, les machins, les trucs. Elle est super bien intégrée en principe. Elle est très bien intégrée. Par contre, elle ne travaille pas du tout de la même façon. Quand elle a la chance d'avoir un boulot, c'est déjà... Oui. On attaque agençage ? Alors ouais, bon, c'est un autre use case, donc celui-là il est un petit peu plus récent. Alors agençage, comment ça s'est passé? Bon, on m'a alerté très très vite sur IRC qu'il y avait une personne qui s'amusait à floder l'application de la quadrature du net d'insultes. Il faut démarrer par le début, la conf de presse. Alors moi, la conférence de presse, j'y étais pas, j'ai pas suivi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais qu'il y a un gros troll dessus. J'y étais. D'accord. Donc moi j'étais invité à la conférence de presse, parce qu'il faut savoir qu'on connaît bien les gens de la DOPI, on les fréquente, et très objectivement, ouais, celle-là, et très objectivement, un mec comme Eric Walter, qui est le secrétaire général de la DOPI, est quelqu'un de charmant, de sympa, d'intelligent, avec qui on peut discuter. C'est pas une affreuse bande de fascistes. C'est des gens qui sont malgré tout ouverts au dialogue. Et on n'a jamais rompu le dialogue avec eux. Ce qui fait que des gens comme moi se sont retrouvés invités à la conférence de presse qui s'est passée à l'Espace Cardin avec la présence d'une bonne quinzaine de personnes, peut-être 20 à tout casser. Donc l'Espace Cardin, c'est, je ne sais pas, 5 fois cet espace-là. Imaginez à peu près la même audience dans un espace 5 fois plus grand, c'était un peu vide. Avec derrière la quadrature qui était en train de distribuer des tracts à l'entrée. C'était aussi nombreux à ce qui paraît. Qui étaient à peu près aussi nombreux, hein. Au point où la conférence de presse à un moment était interrompue par un concert et ils ont fait rentrer la quadrature parce que sinon vraiment la salle de concert avec 15 personnes ça ne faisait pas du tout.
Et quand ils nous ont montré les pubs, la première réaction qu'on a eue, j'étais assis à côté de Marc Ress, c'était que effectivement, ils étaient totalement ridicules, mais qu'en plus, cette idée, ce concept qui était de faire culpabiliser les jeunes sur leur avenir était d'une hypocrisie absolue et en plus se prêtait merveilleusement bien au détournement. Donc on leur avait signalé qu'on pensait que le concept était stupide, on pensait qu'ils tendaient la joue pour se prendre une baffe. Et on a eu droit à l'agence qui composait l'essentiel du public, qui ont essayé de nous resservir les arguments qu'on avait déjà détruits depuis 2 ans, 3 ans. Du genre, mais comment est-ce que les deux crétins là, qui font le concert, qui était un piano-voix, ils vont faire pour manger s'ils ne vendent pas de disques, en sachant que ça fait bien 3 ans qu'on a démontré, redémontré que de toute façon, ils ne mangent pas avec les ventes de disques, ces gens-là, et que c'est pas ça, c'est pas le fait de vendre des disques ou de ne pas en vendre qui va changer quoi que ce soit à leurs revenus à eux. Ça peut éventuellement changer les revenus des maisons de disques, mais certainement pas des artistes. Et on a eu droit finalement à un petit team de ce que j'appelle avec affection des DA à mèche, qui nous ont ressorti des arguments moisis qu'on avait déjà dézingués depuis une éternité. Donc moi je suis sorti de là avec la nette impression que soit ils se foutaient de notre gueule, soit ils n'avaient absolument pas préparé le dossier, mais à un point inimaginable, quoi. Ils étaient avec de l'argumentaire qui avait déjà 3 ans et que même Adopi n'osait pas nous servir tellement ils savaient que l'argumentaire était pourri. Donc à partir de là, il s'est passé 4 jours avant que les attaques commencent. Alors c'est à peu près ça, oui. Ouais, je crois que c'était jeudi, la conférence était lundi, et jeudi, poum, voilà, jeudi début des attaques, donc la Quadrature du Net lance une application qui s'appelle Pas peur d'Adopi, où les gens peuvent donner les raisons pour lesquelles ils n'ont pas peur d'Adopi, donc c'est le genre d'application qui marche bien en ce moment, les gens adorent ça. C'est l'occasion de balancer des petites vannes, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a une personne qui s'est mise à insulter nominativement Jérémy Zimmerman, enfin tous les gens de la Quadrature, dont moi. Alors je ne suis pas fondateur de la Quadrature, je suis juste un très très modeste contributeur. Donc on m'alerte de ça sur IRC. Vous doutez bien qu'on se connaît, qu'on fréquente les mêmes canaux, qu'on va au même channel. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite on a commencé à regarder dans les logs. Et Vinci, donc l'administrateur de la machine de la Quadrature, nous signale un truc assez rigolo, qui est qu'une personne avec un macOS 17, alors pour ceux qui ne se situent pas, macOS 17 doit sortir le mois prochain. C'est-à-dire que la version de macOS 17 était soit piratée, soit en compte développeur, et les comptes développeurs, en principe, si c'est dans une agence de com, on doit les compter sur les doigts de la main, sur les doigts d'un doigt même. On regarde un petit peu nos logs à nous, on fait un petit peu l'inventaire sur toutes nos machines. Moi, sur 5 machines, je trouve un macOS 17. Un macOS 17, ça veut dire que voilà, il y a une personne sur 5 machines, dont certaines machines où il y a beaucoup de trafic. Pareil pour la machine de la Quadrature, donc il y a une personne qui arrive sur les coups de midi en tapant label-pur.fr. Il faut savoir que c'est un internaute qui a anonymement posé le nom de domaine et qui l'a redirigé sur le nom de la Quadrature. Donc ce qui a dû se passer un moment, c'est qu'ils ont dû vouloir déposer le nom de domaine ou je sais pas quoi, et ils ont atterri donc sur cette application de la Quadrature. Ça, ils n'ont pas dû apprécier, je pense. Et 2 heures après, donc le flow commence et il s'arrête pas. En soirée, je me dis, je vais quand même balancer un petit mail EuroRCG. On avait spoté le range d'adresse IP d'EuroRCG, donc la boîte de communication d'Avas qui est assez importante. Hein. Et je n'avais pas de réponse à ce mail, hein. Donc en disant bien, attention, ça va être public. En principe, on prévient, hein. Enfin, on ne publie jamais en traître comme ça, on prévient. Pas de réponse, ça continue à flotter, ça continue à beaucoup flotter. L'attaque s'automatise, on voit que le gars essaye de passer derrière des nœuds Tor, toujours avec son macOS 17. Une adresse IP au début avec macOS 17, ensuite comme par hasard avec les proxys, les machins, on s'est retrouvé avec une 50aine, mais enfin bref, c'était pas réellement le problème, on savait que c'était la même personne. Donc le lendemain, je prends mes petits doigts musclés et puis je tape mes recherches dans Google, je regarde où est-ce qu'ils sont situés ces gens-là, et puis je me dis, mais tiens, qui a eu le budget d'Adopi ? Regarde un petit peu, très vite sur Twitter on me répond, c'est un truc qui s'appelle Agence H, rien à voir au début avec EuroRCG,
Puis très vite, on me dit si, c'est le groupe moi qui t'ai Havas. dit que c'était le groupe Havas. C'est toi qui m'as dit ça. Si, c'est le groupe Havas. D'accord. Ah ouais, quand même. Petit coup de Google Maps, on regarde où est-ce qu'on arrive. On arrive dans le bâtiment. Effectivement, ils sont dans le même bâtiment. Donc, partageant le même bâtiment, il y avait de fortes chances qu'ils partagent le même range d'adresse IP. Et là, on décide de publier. Donc, avec la suite que vous connaissez, il y a eu un énorme buzz derrière. Donc, ça se passait le dimanche. Alors ça, en fait, on a passé le week-end dessus à 3. Le vendredi, voilà. Vendredi. La publication de balancer le fait que ça venait de l'Agencage, ça a été vendredi. Et puis le week-end, on a décidé de leur pourrir leur campagne. C'est-à-dire, très concrètement, plutôt que de les attaquer sur leur terrain, sur notre terrain, c'est-à-dire concrètement Internet, on s'est dit, on va aller faire un tour sur leur terrain, celui de la com, et leur montrer qu'on peut faire la même chose. Donc il y a eu du côté de Numérama une petite application qui a été développée pour que chacun puisse pasticher les affiches. Nous, on s'est attaqué aux pubs en créant une multitude de détournements divers et variés. Et puis, qui tais-toi, s'est attaqué au carnet clientèle, dans lequel on a découvert que, enfin on le savait un peu, mais que la plupart des dictatures d'Afrique francophone étaient clients de chez Havas. C'est-à-dire que Havas faisait la com de Ben Ali, fait la com de Paul Biya, fait la com de... dès que vous avez un dictateur qui est soit francophone, soit francophile, sa communication est faite par Havas. Et puis le troisième billet, c'était, nous aussi on sait faire de la com, donc on va réaliser jour après jour des pastiches de la campagne de com d'Havas. Et effectivement, le résultat a été, alors j'ai comptabilisé ça il y a 4 jours, mais j'avais compté un article de presse positif, 2 articles de presse neutres, et le reste, il y avait en tout un peu plus d'une centaine de retombées de presse, tout le reste était négatif. Donc on leur a fusillé leur lancement. Alors après, je suis sûr qu'ils vont trouver moyen de faire un sondage qui va montrer que le grand public, lui, a parfaitement compris, machin. J'en doute un peu, et puis on sait tous ce que vaut un sondage en France. Ça vaut concrètement le prix que vous êtes prêt à payer pour le résultat que vous voulez. Malgré tout, ça a été quand même un énorme fiasco en termes de communication. Et surtout, c'est là où c'est plus rigolo, on a mis le doigt sur une pratique qui, elle, est parfaitement illégale d'une des plus grandes agences de communication en France, qui est Havas, via lesquelles d'ailleurs on a déposé plainte. Il y a quoi, 2 plaintes, 3 plaintes de déposer? Non, moi j'ai pas déposé plainte. On s'est demandé si on allait le faire. Et la Quadrature n'a pas déposé plainte? La Quadrature pourrait, ça serait même plus grave parce qu'ils iraient au pénal, vu qu'il y a eu une automatisation. Pardon? Ouais, alors, exactement. Alors, exactement. La Quadrature ne peut pas porter plainte. En revanche, FDN, comme une association, FDN2 plutôt, l'association de défense de la neutralité du net qui pas chapeaute un petit peu Adopi, mais qui est très proche d'Adopi pour faire vivre un petit peu qui finance, tout simplement, qui récolte des sous pour la Quadrature, qui n'a pas le droit, pourrait tout à fait porter plainte, et cette fois au pénal, comme l'hébergeur de l'application, qui est la société Octopus de Vinci, pourrait tout à fait porter plainte pour une tentative d'atteindre le système de traitement automatisé de données. Là, il s'agirait d'une plainte au pénal. Moi, de mon côté, je ne vois pas l'intérêt pour moi de porter plainte. Bon, c'est pas la première fois que je me fais insulter en plus sur Internet. C'est le genre de choses qui glissent au bout d'un moment. Donc, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo que ça vienne d'une agence de communication. Voilà. Alors là où c'est moins rigolo, c'est que très concrètement, ce dispositif-là, vous allez le voir tourner à fond pendant la campagne 2012. D'un côté ou de l'autre, on ne sait pas très bien, mais on en a identifié des similaires un peu partout dans différentes dictatures. Il y en a, les Syriens par exemple, ont attaqué le monde et le monde diplomatique avec exactement les mêmes techniques. Ben Ali était un habitué de ce genre de script. C'est quelque chose qui se pratique couramment dans tout un tas de régions du monde. Jusqu'ici, objectivement, on n'avait pas repéré de tels agissements en France à l'encontre d'opposants politiques français. Normalement, on s'était naïvement imaginé, parce qu'il nous reste encore 2 grammes de naïveté, qu'on ne pratiquait pas ce genre de choses dans les démocraties. En pratique, si.
Alors, concrètement, quand même, dans le cas d'Agence H, on n'a pas non plus été victime d'une campagne de botnet sur Twitter ou machin et tout ça. Moi, je pense très sincèrement que c'était un acte isolé d'une personne qui avait un petit peu en travers de la gorge certains trucs qu'on avait dû écrire ou dire. Je vois pas l'intérêt, si vous voulez, après d'aller plus loin. Donc évidemment, si après ils se sentent joueurs, nous on est très très joueurs, donc on continuera, c'est pas le problème. Maintenant, il y a aucun intérêt, sincèrement, à mener une action, je pense, en justice. D'autant plus joueur que Quitter-toi a publié, là aussi accessible sur un fichier public, le login et le password de la base de données principale de l'intranet des RSCG. Donc encore une fois, on n'y a pas touché. On s'est contenté de signaler une information qui était publique, donc parfaitement légale, mais qui permettait à n'importe quel hacker de récupérer la totalité du contenu, enfin une bonne partie des contenus de l'intranet des RSCG. Alors, moi, j'ai pas testé, je sais pas si ça donnait réellement accès à l'intranet. Par contre, un truc qui est sûr, c'est qu'ils avaient un répertoire unsecured dans lequel c'était la fête. On trouvait un peu de tout. Quand on a regardé un petit peu les ranges d'adresse IP de RERCG, qu'on s'est amusé à coller des IP aléatoires, on est tombé sur des Mac en interne chez eux, quoi. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui se connectent avec des IP publics chez eux et qui ont des travaux, sûrement clients plus dedans, qui sont en partage. Enfin, c'est vraiment la fête, quoi. Il y a encore, si vous voulez, un décalage. Malheureusement, on retrouve ça dans beaucoup d'entreprises. Dans la communication, je soupçonne que ça soit assez courant, du fait que déjà ils ont accès plutôt à des Mac où c'est plutôt facile de partager de l'information. C'est un truc à activer pour installer le Apache. On se retrouve avec beaucoup d'informations de machines personnelles, avec des informations sur les clients. Et ça change tous les jours en fonction de l'IP. Les mecs, vous voyez qu'en plus ils changent d'IP, c'est assez rigolo. Donc c'est vrai que c'est un petit peu sans fin. Si vous vous amusez à regarder vraiment ce qu'ils font au jour le jour, vous allez trouver des choses au jour le jour dessus. Donc maintenant, moi enfin, je préférerais passer à autre chose parce que j'ai d'autres sujets un petit peu plus intéressants. Enfin, tu es au courant. On a des choses plus sérieuses en fait que les campagnes de communication de la Hadopi sur le feu en ce moment. On a des dossiers sur le Deep Packet Inspection qui nous préoccupent énormément parce que alors c'est le truc qui nous oppose, comme tu disais. Moi je les vois revenir en France, ça m'effraie. Toi tu trouves les technos de Deep Packet Inspection? Moi je les vois de plus en plus revenir en France en ce moment. On voit des décrets relativement agressifs qui passent où on se dit que finalement le filtrage c'est bien, et puis on n'oublie pas non plus la phrase de Nicolas Sarkozy qui disait qu'il fallait essayer impérativement tout de suite les dispositifs de filtrage et tout ça. On sait très très bien où ça va nous mener, et si on repart pour 5 ans avec un mandat de Nicolas Sarkozy, on sait qu'on ne va pas y couper. Donc ça, il faut s'y préparer tout de suite. En gros, les conférences que vous avez vues vendredi, c'est une invitation à chiffrer tout votre trafic. Chiffrer tout votre trafic, ça veut dire rendre inopérant toute technologie de Deep Packet Inspection. On ne peut pas déchiffrer aujourd'hui à la volée du trafic SSL. Surtout si tout le monde s'y met. Ouais, voilà. Donc n'hésitez pas, je crois qu'Okin va revenir faire une causerie tout à l'heure, donc n'hésitez pas vraiment à chiffrer tout votre trafic, utilisez les plugins de l'EFF, documentez-vous un petit peu sur l'usage du chat sur Jabber par exemple en mode chiffré avec un plugin qui s'appelle OTR, Load the Record. Enfin, utilisez vraiment ces technos tout de suite, attendez pas, ça arrive là. Donc, oui, c'est clair qu'on va se réveiller un jour et que vous allez lire sur Reflywire, ah bah tiens, en fait, s'il y a du DPI sur tout le réseau Orange. Ils vont pas nous prévenir, hein, soyons clairs. Alors, il y en a déjà, c'est une notoriété publique. Non, enfin, maintenant, réseau, voilà. Pas sans fil. Hein. Non, mais c'est pas une question de sans fil ou pas sans fil. C'est vraiment, là, c'est du cœur de réseau. C'est vraiment pour manager le trafic, on va dire. La bonne excuse du management de trafic, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, tant que c'est servi, tant qu'on se sert de ces technologies pour, on va dire, essayer de stopper une vague de propagation virale ou quelque chose comme ça, moi, ça me pose pas spécialement de soucis. Là où ça commence à me poser des problèmes, c'est que sans réellement anonymiser le trafic, on commence à faire de la pub avec, à constituer des fichiers qui sont peut-être pas nominatifs, mais quand vous êtes en IP fixe, ça le devient très très vite. Et on lit vos communications. Pour moi, un fournisseur d'accès n'a pas besoin de savoir que vous communiquez à telle fréquence avec telle et telle personne. Donc c'est une vraie problématique.
c'est une facilité, si vous voulez, pour les FAI de se dire, ben, on a ces équipements, on sait faire régie publicitaire, donc on devient régie publicitaire, et avec du pseudo-trafic anonymisé, ben, on se trouve une source de revenus supplémentaire. D'accord. Je ne sais pas, on va peut-être passer, on a fait un petit tour, on va peut-être passer, si vous avez 2-3 questions, et puis après on va peut-être laisser Babozor commencer son workshop. Il y a plein de jouets. Alors, moi, c'est juste de la curiosité. Pour le macOS 17, est-ce que c'est juste une vieille blague avec un user agent ou vous avez fait un mot de l'histoire? Non, non, non. Alors ça, je peux raconter comment ça se passe dans une agence. Il y a toujours un Gus qui est plus geek que les autres, qui va choper sur un torrent ou quelque part la toute dernière preview RC, je sais pas quoi, du tout dernier système Apple. Et dans les 2 mois qui précèdent la sortie d'un système Apple, vous avez toujours le geek de l'agence, j'en ai fait partie, qui va choper la preview, qui va l'installer sur son Mac et qui va frimer devant toute l'agence parce qu'effectivement, il a en preview le truc que tout le monde attend, parce que tout le monde bosse sur Mac sur ces trucs-là. Donc, on a juste affaire à la personne qui est, je ne vais pas dire la plus compétente en informatique, parce que downloader en torrent avec une pré-release d'un système, c'est pas non plus une compétence quelconque, mais le plus fan, Mac fan de l'agence, qui va se récupérer ça, qui va l'installer sur sa machine de travail, ce qui est une hérésie, installer ça sur une machine de travail, il ne faut pas. Et qui, parce qu'il connaît l'admin, qui en général est lui aussi un bidouilleur dans les agences, on ne fait pas appel à des compétences de haut niveau parce jusqu'ici ils n'en avaient pas trop besoin, et qui va du coup se permettre d'installer ça sur sa machine de travail. Et donc c'est pas très étonnant que ça soit la même personne qui soit un gros fan d'Apple, qui ait installé non seulement une pré-release du système, et qui soit aussi celui qui ait bricolé un script pourri pour aller spammer des opposants politiques. Ça montre juste que d'un point de vue compétences informatiques, ils n'ont pas le niveau parce que fondamentalement, macOS, c'est pas forcément la plateforme idéale pour faire ce genre de blague. Bon, si vous regardez les solutions pour changer de user agent, elles n'intègrent pas encore macOS 17. Donc c'est le gros fail pour le coup, c'est que justement les trucs de switch, user agent switch et tout ça, n'intègrent pas encore macOS 17 pour la bonne et simple raison qu'officiellement, il n'existe pas encore. Ouais, mais on peut le créer nous-mêmes. Tu peux le faker à la main, effectivement, mais je doute que le mec soit amusé à le faker pour venir la première fois en tapant la belle pure et à revenir avec tous ses proxys derrière. On sait jamais. Faut vraiment être con là pour le coup. Ils ont tout simplement même pas idée de le faire, au sens où vraisemblablement on a affaire à des gens qui n'ont même pas pensé qu'il y avait un problème potentiel avec un user agent. Petite blague aussi, enfin pour les personnes qui connaissent un petit peu les techniques de désanonymisation par rapport aux plugins de navigateur et tout ça, faut savoir qu'il est très facile de piéger une page avec un petit JavaScript qui va uploader juste pour tester un PDF, qui va lancer le plugin QuickTime, il y a tout un tas de plugins qui sont bien sales normalement sur votre navigateur, qui permettent de leaker les informations sur votre OS réel, sur votre IP même carrément. Donc même derrière Tor, ne vous croyez pas anonyme, il y a toute une notion de contexte à prendre en compte qui est super importante avant de vous connecter à ces trucs-là. Sinon, de toute façon, c'est simple, votre contexte leak et leak salement. C'est tout? Bon, c'est cool. Vas-y. Alors, en conclusion, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'entre Sony qui se fait défoncer la gueule par l'USEC et les campagnes, je pense à Barbie qui s'est fait allumer par Greenpeace récemment, et Greenpeace n'en est pas sa première multinationale qu'ils allument. Petit Bateau s'est fait méchamment taper dessus, en l'occurrence à tort, mais c'est pas vraiment le problème. On entre dans le monde de la com, alors qui, pour la plupart d'entre vous, software, vous serez appelé à avoir des relations très distantes avec, mais on entre dans une nouvelle époque. On entre dans une époque où c'est terminé la com top to bottom, radicalement terminé. On est désormais à la merci d'un bottom to top sur n'importe quelle campagne de com. Soit parce que la boîte a des principes éthiques qui sont pas bien, soit parce qu'ils se comportent comme des gros porcs, comme Agence H, mais j'ose espérer que ça sera l'exception.
mais tout simplement parce que les consommateurs ont cessé d'être des consommateurs et deviennent des citoyens et réalisent qu'effectivement, ils peuvent avoir des exigences vis-à-vis de multinationales. Donc, pour ceux d'entre vous, c'est-à-dire toi, qui sont appelés à travailler dans la com, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que dorénavant, toute campagne de com sera susceptible de se faire pourrir la gueule comme celle de la Hadopi. Et on a quand même bousillé 3 millions d'euros de budget, quoi, donc c'est pas rien. N'importe qui, demain, sera capable de faire la même chose avec n'importe quelle campagne de com, tout simplement parce qu'on écrit ce qu'on fait et on documente tout ce qu'on fait. Moi, j'ai été fasciné de voir, durant la révolution tunisienne, et même après, des techniques d'activisme qui ont tout simplement été récupérées dans ce que nous, on avait documenté depuis 2006-2007. Typiquement, Boris Boyon en slip, que vous avez certainement tous vu, l'ambassadeur de France en Tunisie, bah, c'est un truc qu'on a inauguré en faisant des concours de logo Adopi. C'est du surréférencement d'images dans Google Images. C'est aussi con que ça. Ça obéit à quelques principes. Typiquement, vous hostez vous-même une image, vous la taguez comme il faut, plutôt que de faire un lien ou de faire du hotlinking. Vous hostez, vous taguez et vous pouvez très facilement, avec quelques centaines de participants, faire ce genre de flooding. C'est ce qu'on avait fait pour le logo Adopi, et encore aujourd'hui, si vous tapez Adopi dans Google Images, vous allez voir que vous allez vraiment mettre du temps avant de trouver le vrai logo Adopi. Et c'est ce que les Tunisiens ont fait avec Boris Boyon. Et très concrètement, en fait, il y a un moment, une personne ou un groupe de personnes va mettre au point une technique, et tous les autres vont l'apprendre. Et ça va aller de façon incrémentale, c'est-à-dire que l'opération suivante, ça sera, on prendra la base de ce qui a déjà été fait, puis on va l'améliorer. Donc on procède par itération. Et on procède par itération, non pas au sein d'un groupe, comme on le fait dans une start-up, d'un groupe où on fait une première version, une deuxième version, une troisième version, mais au sein de quelque chose de beaucoup plus vaste, qui n'est même pas une communauté. Parce que entre la communauté qui avait fait ce concours de logo Adopi et les Tunisiens qui se sont foutus de la gueule de l'ambassadeur de France, il y a assez peu de liens. Malgré tout, comme toute l'information est publique, ben, les activistes se lisent les uns les autres et apprennent les uns des autres et améliorent les techniques. Et comme ils republient, c'est une espèce d'intelligence collective, hein, j'aime pas ce mot, mais en l'occurrence il est plutôt pas mal, qui petit à petit va rendre ce bottom to top, hein, qui est une réplique aux grandes campagnes top to bottom qui existent encore aujourd'hui, de plus en plus efficace. Donc on est au tout début d'une période où les agences de com vont devoir radicalement changer la façon dont elles communiquent, sinon elles vont de plus en plus voir leur campagne se faire défoncer la gueule, et comme les sommes qu'elles engagent sont considérables, elles ne vont pas pouvoir se permettre de faire ça très longtemps. Je pense que dans 6 mois, 1 an, il y aura nécessairement dans les processus de validation d'une campagne de com un moment où ils vont être obligés d'anticiper la réaction du public et les éventuelles réactions hostiles, et la façon de les gérer et la façon de les prendre en compte. Parce que pour l'instant, ce qui existe dans les agences de com, c'est un gigantesque pipeau, à commencer par l'agence H, où ils assurent à leurs clients, et ce qui est drôle, c'est qu'ils en ont fait des interviews, ils les ont mis en ligne, qui sont au top pour la gestion de crise, qu'ils ont des blogueurs influents, qu'ils ont des commandos pour contrer du bad buzz, etc. La réalité, c'est qu'Agence H, depuis 10 jours, hein, qu'elle est dans une situation vraiment tendue, hein. Il y a quand même un article dans le Canard enchaîné qui cite nominativement 2 des dirigeants de l'Agence H, une campagne sur Internet qui a fait rire absolument tout le monde. La seule chose qu'ils ont été capables de faire en termes de gestion de crise, c'est un communiqué pourri sur Facebook, c'est juste ridicule. Donc ils ont démontré à tout l'establishment de la com parisienne que effectivement ils n'étaient pas en mesure de faire face à 5 gus dans un garage. Parce que c'est vraiment ça ce qu'ils ont eu en face, hein, 5 gus dans un garage. Juste pour enfoncer un petit peu le clou sur ce que disait Fabrice à l'instant, c'est que chez Reflet, on a une culture très logiciel libre, très communauté d'activistes et tout ça. On développe nous-mêmes certaines petites applications. Moi, je me suis lancé dans des petits devs d'applications, enfin de plugins pour Chrome, par exemple, pour nous faciliter les recherches et tout ça. Il y a Shaman chez nous également qui développe des outils de visualisation de l'information sur des thèmes précis où vous rentrez plusieurs mots-clés, ça vous sort des graphes magnifiques. On bénéficie et on donne nos scripts à d'autres activistes et on s'échange ce genre de scripts, ce qui fait qu'on a une toolbox qui est juste phénoménale.
Et c'est l'une des deuxièmes forces, en plus de certaines compétences un peu ciblées, avec des gens comme Fou, qui vont faire de la recherche d'informations. Alors Fou, si vous n'avez pas spoté, il est là depuis avant-hier. C'est un petit peu c'est notre Lycos à nous, quoi. C'est le mec qui va chercher, mais ce que vous voulez. On a des compétences très très particulières, on sait se répartir le travail de manière à être ultra efficace et à pouvoir allumer sur un sujet en l'espace d'une nuit, à pouvoir allumer à peu près ce qu'on veut. Maintenant, on a également les outils qui vont bien derrière, on est capable de monitorer de l'info sur des périodes assez longues et de tirer des jolis graphes derrière et d'avoir des belles choses que la presse elle-même n'a pas encore. Ces outils, on les met à disposition parce que on trouve que c'est tout à fait normal. Le 3/4 ne sont pas encore finalisés, donc celui dont je vous parle pour la visualisation de l'information sera sûrement réalisé. Il faudra voir avec Shaman, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va réaliser également. Donc vous pourrez vous servir, si vous faites des études pour vos mémoires, vos thèses et tout ça. On a une ouverture tant sur les outils des autres que nous sommes prêts à partager les nôtres. Donc voilà, reflet.info, en plus d'être un petit site d'info, c'est également un site qui va vous fournir une boîte à outils. On partage beaucoup de choses également avec les gens de la Quadrature du Net avec lesquels on est très très proche, avec des gens d'FDN, avec des gens de communautés de hackers, enfin voilà. Voilà, donc bienvenue dans la COP du 21e siècle, qui clairement va être bidirectionnelle. C'est-à-dire que on nous a gavés depuis 5 ans avec le Web 2 dans la com et l'interaction avec le consommateur. En fait, c'est un gros fail, c'est du pipeau. Le consommateur, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des citoyens. Le consommateur a interagi vachement quand vous avez ces boîtes. Normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un bouton share ou j'aime. Ça, c'est le consommateur qui interagit, c'est quand il clique dessus. Est-ce qu'on peut appeler ça Ouais, pourquoi pas. Bon, enfin, disons qu'après le consommateur, on va arriver le citoyen, que ça rééquilibre quand même de façon terrible les centres de gravité du pouvoir dans la société civile. Hein. C'est-à-dire que très concrètement, vous tous ici, vous allez être investis d'un pouvoir considérable parce que vous comprenez ce qui se passe. Et il y a très très peu de monde qui comprend ce qui se passe. Très très peu de monde qui comprend ce qui se passe. C'est affolant. De voir la réaction totalement désemparée de gens qui sont des dirigeants d'agences typiquement ou des dirigeants de grandes sociétés et qui découvrent ce monde et qui sont absolument paniqués parce que ça faisait des années qu'ils s'étaient imaginés maîtriser Internet parce qu'ils ont un mail et qu'ils savent utiliser Google. Ils sont en train de découvrir qu'Internet est beaucoup plus complexe que ça et puis surtout ils sont en train de découvrir que c'est pas parce qu'il y a 5 gus dans un garage que c'est inoffensif. Et que voilà, on rentre dans une nouvelle ère, dans une ère avec laquelle la communication unidirectionnelle, ça ne marche plus. Les seuls médias qui sont uniquement unidirectionnels aujourd'hui, qui sont la presse papier, se vendent quasiment pas. Et tout le reste est devenu bidirectionnel, avec en face des gens qui sont de plus en plus conscients, qui peuvent répondre, et qui peuvent répondre en masse, et qui peuvent vraiment faire entendre leur voix. Et qu'au besoin, ils peuvent mettre en échec des tentatives de gros mensonges, tels que celui de l'Adopi, mais ça pourrait être demain des viandes OGM, de n'importe quoi. Et il va y avoir demain une multitude d'opérations comme ça sur, je voyais il n'y a pas longtemps la viande clonée. Alors pour le coup, j'ai aucun avis sur la viande clonée, mais c'est évident qu'il y a beaucoup de monde qui ont des avis sur la viande clonée, et c'est évident que ces gens-là vont apprendre de gens comme nous la façon de s'organiser pour faire entendre leur voix. On va laisser la place à Babozor, auquel on a mangé déjà un gros bout du début. Donc là, tout de suite, Babozor va venir nous hacker des trucs pourris pour en faire des trucs encore plus pourris. C'est bien ça? Cool, j'adore. Donc, merci.